Bienvenue à Procure en parle, un rendez-vous spécialement conçu pour les hommes atteints par le cancer de la prostate et leurs proches. Les différents sujets abordés dans ces webinaires se veulent un complément d'informations fiables, basées sur les préoccupations et questions posées aux professionnels de la santé de Procure. Bon visionnement. Bonjour, je suis Kim Sullivan, bienvenue à Procure en parle. Si vous avez la chance d'avoir un ou des proches aidants, si vous êtes un proche aidant ou si vous connaissez quelqu'un qui est un proche aidant, ce webinaire est pour vous. Prenez un instant pour regarder ces quelques lignes à l'écran et dites-nous si vous vous reconnaissez en lisant ces quelques lignes. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire est de vous partager des trucs, des outils et des ressources afin que vous puissiez faire au meilleur de vos capacités votre rôle de proche aidant. À la fin de cette entrevue, j'espère que vous réalisez à quel point il est important de savoir que l'épuisement vous guette et si vous continuez de croire que vous êtes capable de tout faire et d'accomplir toutes vos tâches en solo, mais vous avez peut-être une petite réalisation à faire. Nous sommes ici aujourd'hui avec Madame Bickerstaff. Elle est directrice Info Aidant et transfert de connaissances à l'organisme Appui. Bonjour. Bonjour, Kim. Commençons par une question très simple, Madame Bickerstaff. Qui sont les proches aidants? J'aime bien répondre à cette question en disant que c'est un peu tout le monde parce qu'on en connaît tous dans notre entourage. Il y a une phrase célèbre de Rosalind Carter, une des premières dames des États-Unis, qui dit qu'il y a 4 types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui ont été proches aidants, ceux qui vont l'être proches aidants, ceux qui sont proches aidants et ceux qui sont les personnes aidées. Donc, on en connaît tous. C'est parfois un parent qui prend soin d'un enfant adulte handicapé. C'est parfois un conjoint qui prend soin de sa conjointe qui traverse une maladie grave. C'est parfois un enfant qui prend soin d'un parent vieillissant en perte d'autonomie. C'est parfois un voisin qui prend soin d'une personne âgée seule, isolée, qui va faire son épicerie, qui va déneiger son entrée de garage quand il y a des tempêtes de neige. C'est un frère qui va s'occuper de sa sœur qui a des problèmes de santé mentale, qui traverse une grave dépression. Donc, des proches aidants, ça a de multiples visages. Il y en a partout autour de nous. En termes de chiffres, c'est 8 millions de personnes au Canada. C'est 1 personne sur 4. Wow. Donc, si vous n'en connaissez pas, je serais surprise. Vous dites que c'est des personnes de multiples visages, mais c'est aussi des personnes de multiples rôles parce que c'est un rôle qui évolue sur le temps. Tout à fait. C'est effectivement un rôle qui s'ajoute à tous nos autres rôles sociaux. On est des conjoints, on est des enfants, on est des travailleurs, on est des bénévoles, on est impliqués dans notre communauté. Puis, il arrive à certains moments dans notre vie où on va exercer, en plus de tous ces rôles-là, le rôle de proche aidant. Et ça peut se présenter dans notre vie de façon très brutale. Mon conjoint vient d'avoir un accident de voiture ou il vient de faire un AVC. Ça arrive de manière vraiment soudaine et je dois composer avec cette nouvelle réalité-là rapidement, alors que dans d'autres cas, ça va être très progressif. Ça va se présenter de manière toute douce. Ma mère commence à avoir de la difficulté à aller faire son épicerie, puis ça va me faire plaisir d'aller faire son épicerie, ou elle va me demander de l'aide pour accompagner un rendez-vous médical parce qu'elle n'est pas certaine de tout retenir ce que le médecin va lui dire, puis elle se sentirait mieux si j'étais avec elle. Donc, ça... oui, tout se rajoute. Exactement. Fait que ça peut être toutes des petites choses qui tout doucement se présentent puis qui nous engagent dans cette trajectoire-là de devenir la personne proche aidante de cette personne-là qui est un petit peu plus fragilisée, qui est un peu plus en perte d'autonomie ou qui est carrément dépendante de nous parce qu'elle est quadraplégique, parce qu'elle ne peut plus fonctionner, etc., etc. Est-ce qu'il y a des enjeux à chaque étape de ce rôle? Oui, absolument. Souvent, en début de trajectoire, quand on vient d'apprendre le diagnostic de la personne aidée, ça va être particulier parce qu'il y a toute cette période où il faut encaisser le choc du diagnostic, où il faut s'approprier qu'est-ce que ça veut dire, ça va être quoi les impacts, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. On est dans l'inconnu, donc c'est très inconfortable. On va se mettre à
comme le petit canard, là, les petites pattes en dessous de l'eau, là, on va vite vouloir aller chercher de l'information, aller vouloir parler à des gens qui vivent un peu la même chose pour essayer de se projeter puis voir qu'est-ce qui s'en vient. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress en début de trajectoire. En milieu de trajectoire, quand ça va faire un certain temps qu'on prend soin de quelqu'un, bien, on a trouvé un peu notre rythme de croisière, mais il y a une fatigue qui peut s'installer. On peut avoir besoin d'un peu plus de répit, on peut avoir besoin d'un peu plus d'aide parce que, par exemple, la maladie a évolué, a progressé. Et là, tout d'un coup, à la maison, les installations ne sont plus adaptées. Il faut faire des travaux dans la maison. Fait qu'il y a comme d'autres choses qui vont se présenter au fur et à mesure que la maladie, par exemple, de l'aider progresse. En fin de trajectoire, souvent vers la fin, si c'est une fin de vie, si la personne aidée décède, bien là, on va être dans d'autres enjeux. On va être dans comment aborder la fin de vie, l'accompagnement, qu'est-ce que la personne souhaite, comment elle veut que ça se passe. Nous, comme proches aidants, comment qu'on va se réapproprier notre vie une fois que ce rôle-là se termine. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres enjeux qui vont se présenter. C'est sûr que tout au long de la trajectoire, il va avoir d'être capable de demander de l'aide, d'être capable d'accepter de l'aide, d'être capable de mettre ses limites, de se prémunir nous-mêmes de l'épuisement, de ne pas en prendre trop sur nos épaules. Des petits deuils, on va en vivre tout au long parce qu'il y a des choses qui vont changer dans notre relation avec la personne aidée. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Il y a peut-être des projets qu'on avait ensemble qu'on ne pourra pas réaliser. Donc, les deuils vont être tout au long de la trajectoire. Fait qu'il y a vraiment différents enjeux. Puis c'est sûr que des fois, c'est très condensé, c'est très intense. C'est sur 6 mois. Tu sais, mon conjoint, on vient d'apprendre qu'il y a un cancer fulgurant. Ça va durer 2 mois. Ça va être hyper intense. Ça va remettre ma vie sans dessus-dessous. Puis des fois, c'est un long marathon. Ça va être sur 15 ans. Ma mère, elle a la maladie d'Alzheimer, ça se présente tout doucement, tout progressivement. Puis à chaque étape, il faut que je m'ajuste puis que je m'adapte parce que là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est vraiment des trajectoires différentes, mais à travers tout ça, l'ensemble, les proches aidants vivent quand même des émotions assez universelles. La culpabilité, l'épuisement. Il y a comme plein de choses que tous les proches aidants vont vivre à travers cette trajectoire-là. C'est drôle parce qu'en vous écoutant, Madame Bickerstaff, j'ai fait « Ah, la première période, c'est la plus difficile. Oh, non, OK, la deuxième période. Ah, les deuils. » Y a-t-il une de ces étapes-là que vous voyez comme la plus difficile ou qui est ressentie comme la plus difficile? Bien, en fait, nous, ce qu'on constate, parce qu'à la ligne Info Aidant, les gens nous appellent, on parle à des proches aidants tous les jours, puis ce qu'on constate, c'est que, bien, ça va vraiment dépendre des gens, parce que oui, tout à fait, de la maladie, du contexte, de l'entourage. Il y a des gens pour qui l'annonce du diagnostic, c'est ça qui va être le plus difficile. Puis une fois qu'ils se sont ajustés, qu'ils se sont adaptés, qu'ils ont accepté que cette maladie-là vient de s'introduire dans leur vie, là, ils sont en mode un peu fighter, combatif. Ils sont comme, OK, on s'organise, on va chercher de l'aide, on fait pas ça tout seul. Fait qu'ils vont être beaucoup dans quelque chose d'un petit peu plus positif, si on veut, une fois qu'ils vont avoir passé ce cap-là, du choc initial. Alors que pour certaines personnes, bien, la trajectoire va être très différente dans la mesure où, au début, justement, ils vont être très proactifs. On va aller se renseigner, on va aller, puis on va être bon, on va être fort, puis on va aller chercher l'information, tout ça, puis on est capable de faire ça ensemble, on est une équipe, puis on va traverser cette épreuve-là ensemble. Puis là, ça se prolonge, puis là arrive un épuisement. Oui, c'est ça, exactement. Ils perdent leur souffle, puis ça va être un petit peu plus tard, ça va être 3 mois, ça va être 6 mois, ça va être 1 an plus tard qu'on va les ramasser. Ouais. C'est tellement intéressant. J'assume que pour vous, pas seulement vous, Madame Bickerstaff, mais les gens à la pluie, c'est pas évident de savoir comment les aider. Et vous devez réaliser aussi qu'il y a des proches aidants qui ignorent ou peut-être qui minimalisent certains aspects ou certaines choses qu'ils devraient faire. Absolument. En fait,
ce qui arrive souvent, ce que nous, on entend, c'est que dans le fond, les gens nous appellent trop tard. Voilà. et ils sont... Donc, ce qu'ils ignorent ou ce qu'ils minimisent, en général, c'est eux-mêmes. Ouais. Effectivement. C'est eux-mêmes. Ouais. Parce que c'est quelque chose de tout à fait humain quand il y a quelqu'un qu'on aime, quand il y a quelqu'un de proche de soi qui est en difficulté, ben on va tout mettre nos énergies, puis on va laisser la place à cette personne-là, puis on va tout donner à cette personne-là, puis on va se secondariser. Nos besoins vont comme passer au second plan. C'est de la même manière que quand on accueille un nouvel enfant, les premières années, un couple, le couple, il n'existe plus. Hein? On donne toute notre énergie, tout ce qu'on a à accueillir cet enfant-là, puis à soutenir le développement de cet enfant-là. Puis, c'est le même phénomène qu'on observe chez les personnes proches aidantes. Ils vont minimiser leurs propres besoins, leur besoin de se ressourcer, leur besoin de ne pas toujours être dans la maladie, leur besoin de s'évader, de rire, de s'offrir du plaisir. Il va avoir un grand sentiment de culpabilité relié à ces enjeux-là. Donc, malheureusement, le principal enjeu et ce qu'ils ignorent, c'est à quel point ils ne doivent pas se secondariser, puis à quel point ils doivent continuer à prendre soin d'eux. Puis continuer à trouver dans chaque journée quelque chose pour eux. Je pense qu'on va en revenir un petit peu plus tard aussi parce que c'est extrêmement important qu'on appuie sur ce point-là. Puis je pense que dans l'introduction, justement, on disait si vous pensez être capable de faire ça seul, peut-être que ce webinaire va être un petit réveil, un petit coucou. Mais j'aimerais parler parce que vous aviez dit quand les gens nous appellent, il est souvent trop tard. J'assume qu'il existe des outils que vous pouvez donner aux proches aidants. Oui. Il y en a plusieurs, puis il y en a de toutes sortes. Bien entendu, Info Aidant est une ligne d'information, d'écoute, de référence, puis c'est un peu comme la porte d'entrée. C'est un service, c'est une ligne qui est en fonction 7 jours sur 7, qui est ouverte à tous les proches aidants du Québec. Donc, peu importe qu'on habite à Chibougamau ou à Montréal, on peut nous appeler, nous contacter, puis on dirige les personnes vers les ressources dans leur communauté. Une de nos particularités, c'est aussi qu'on connaît bien les organismes qui soutiennent les personnes proches aidantes dans chacun des territoires, dans chacune des régions. Donc, on peut rapidement diriger la personne vers un service de proximité, parce que nous, on est un peu loin. On est un service provincial, on n'est pas proche des gens, on n'est pas dans leur communauté. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment de dire, bien, il y a des organismes, parce que tant qu'on n'a pas eu besoin, on ne prend pas conscience que ces organismes-là qui existent autour de nous. Donc, tant et aussi longtemps que ta maman n'a pas été diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer, tu ne sais pas que les sociétés Alzheimer existent. Effectivement. Puis c'est des organisations qui offrent des conférences, de la formation, du répit, du soutien aux familles. Ils ont des conseillères aux familles qui vont dans les maisons, qui accompagnent les conjoints, les enfants. Ces services-là existent partout, mais comme bien d'autres choses dans la vie, si on n'a pas besoin, on ne les voit pas. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment aussi de faire ça, de les sensibiliser au fait qu'il y a des ressources, qu'ils ne sont pas seuls, puis qu'il faut qu'ils aillent cogner à la porte. Donc, notre travail, c'est aussi de les encourager à aller cogner à la porte, puis à un peu défaire la méfiance ou défaire un peu cet orgueil de « je suis capable de faire tout par moi-même, tout seul » ou « j'ose pas aller demander de l'aide, qu'est-ce que les gens vont penser ». Il y a toutes sortes de choses qu'il faut déconstruire. Il y a comme plein de petites ficelles qu'il faut défaire pour aider les gens à accepter d'aller chercher de l'aide. Puis effectivement, il y a des services d'information, des services de formation, de soutien psychosocial, il y a des services gratuits, il y a les services du réseau de la santé, bien entendu, mais il y a une panoplie d'autres services. Il y a des entreprises d'économie sociale qui peuvent aider à faire le ménage à la maison. Il y a toutes sortes de choses qui existent, mais les gens, malheureusement, connaissent peu. Exactement. C'est très intéressant parce que vous disiez il faut enlever une petite ficelle à la fois ou il faut les aider. J'assume que les proches aidants ont tendance à ne pas verbaliser leurs besoins quand ils vous appellent. C'est plus... Oui, absolument. Dans le fond, un peu, la chose qui arrive souvent, c'est que, par exemple, comme c'est la personne aidée
qui est malade. Donc, le focus est vraiment toujours sur elle. Puis, à la fois, les professionnels du réseau de la santé vont focusser sur la personne aidée, autant l'entourage aussi va focusser sur c'est elle qui est en besoin. Puis, tout le monde a tendance un peu à négliger la personne proche aidante dans le portrait, dans le paysage. Donc, effectivement, quand ils nous contactent aussi, eux-mêmes sont dans cette logique-là d'essayer de trouver des services pour soutenir la personne aidée, parce que c'est sûr que ça va les décharger. C'est logique. Notre rôle à nous, c'est après qu'ils nous aient fait cette première demande-là initiale de est-ce qu'il existe un service de repas pour aller apporter de la nourriture à ma mère au lieu que ce soit moi qui fasse la cuisine puis qu'elle lui porte. Bon, oui, on peut trouver ces services-là, ça existe. Mais nous, la question subséquente qui vient rapidement, c'est « Et vous? Comment allez-vous? » Oui, effectivement. Mais c'est bien que vous êtes là pour la poser, la question. Je suis curieuse de savoir si quelqu'un... On peut dire qu'une des circonstances, c'est quelqu'un qui est vieillissant, justement. Ma mère, on habite dans une ville qui est très multiethnique en ce moment, la pluie francophone, mais quelqu'un peut appeler et avoir des services. Services anglophones, francophones. Nos services sont complètement bilingues. Il arrive, j'ai dans mon équipe est composée de 25 intervenants, des professionnels de la relation d'aide. J'ai quelques personnes qui maîtrisent d'autres langues, donc ça arrive qu'on soit capable de aussi intervenir dans d'autres langues. Mais c'est sûr que la majorité de nos services sont offerts dans les deux langues. C'est important à savoir parce que si moi, je parle français, mais ma mère ne le parle pas, ça peut toujours être... c'est très bien, ça me fascine ce que vous faites. On parle de ce proche aidant qui a un peu peur de penser à soi-même, les conséquences de la personne avec ce rôle d'aidance, c'est quand même... Il y en a plusieurs, c'est sûr. Puis j'aime pas dresser un portrait sombre de cette réalité-là parce qu'il y a plein d'aspects positifs, puis on pourra en parler après. Mais c'est sûr que ça génère beaucoup d'inquiétude, ça génère du stress, ça génère de la fatigue, ça peut générer de la colère, de l'irritabilité. Il y a des pathologies qui sont un petit peu plus difficiles à gérer au quotidien. La maladie d'Alzheimer est un bon exemple. Un très bon exemple, oui. Il y a tout... Puis c'est des émotions, c'est des sentiments qui sont valides. On peut se sentir effectivement très irrité par les symptômes de la maladie. L'isolement, on va s'isoler, surtout si on a de la difficulté à partager avec notre entourage ce que nous, on ressent, ou pour toutes sortes d'autres raisons, on peut avoir cette tendance-là, les prochains ans peuvent avoir cette tendance-là à s'isoler, à un peu se refermer sur eux. La maladie aussi, on sait, ça a tendance à éloigner les gens sont mal à l'aise. Si la maladie est grave, est incurable, s'il y a un décès, en tout cas, il y a toutes sortes de contextes qui fait que les proches peuvent être inconfortables avec ce qui se passe dans la maison. Et le sentiment d'être débordé, d'être dépassé par la situation. C'est toutes des choses qui vont participer à détériorer l'état de santé physique et mental de la personne proche aidante. Donc, nous, on essaie d'agir beaucoup en prévention et en précocité pour prévenir l'épuisement. Okay. Donc, un de nos messages, c'est toujours mettez en place des services et du répit le plus tôt possible en début de trajectoire. Dès le début, prenez l'habitude de vous donner des moments de répit parce que c'est pas au bout de la ligne que ça va être bénéfique. Si vous prenez du répit quand vous êtes déjà épuisé, ça n'aura aucun effet. Mais si vous avez pris l'habitude dès le début de vous accorder du répit, ça va être bénéfique tout le long et ça va vous permettre de faire le marathon. Et je suis certaine que se le faire dire fait toute une différence. Parce que tu t'appelles un centre comme le vôtre, un organisme comme le vôtre, puis tu te fais dire « prends du répit », je pense que tu te sens moins coupable de le faire. Oui, effectivement, ça vient un peu valider comment on se sent, puis ça vient légitimer que notre besoin est valide et que effectivement, c'est tout un cheminement, puis un processus de se débarrasser de nos sentiments de culpabilité. C'est très ancré aussi, des fois, chez certaines personnes, mais effectivement, de l'entendre, de se le faire refléter, c'est un peu la clé là, pour passer à l'autre étape, de le faire, puis de l'accepter, puis de prendre l'habitude de le faire.
Parlons des aspects positifs. Oui, absolument. Il y a beaucoup de proches aidants qui vont nous dire que ce contexte-là ça leur enrichit la relation. Ils vont découvrir la personne aidée sous un autre jour. Nous, on a plein d'histoires magnifiques, de témoignages magnifiques, tu sais, d'enfants qui accompagnent des parents vieillissants puis qui vont nous dire toute ma vie, ma mère ou mon père, c'était quelqu'un de très, très dur. Et la maladie a complètement fait disparaître ça, puis je découvre une nouvelle personne et elle est toute en douceur, et elle est toute en humour, puis je développe une nouvelle relation avec ces personnes-là, puis ça vient guérir des choses dans la relation. Je pense aussi le temps passé avec la personne, veux pas, t'es plus proche, t'es Oui. plus intime d'une certaine façon. Tout à fait. Que ça développe vraiment ce... Tout à fait. Donc, il y en a qui vont vraiment se sentir très valorisés à jouer ce rôle-là. Il y a des gens qui vont se découvrir des forces insoupçonnées, qui vont se découvrir des compétences qu'ils sont capables de transférer dans d'autres sphères de leur vie. Ils vont avoir plus de confiance en leurs propres capacités. Ils vont dire, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Puis, ultimement, ils vont aussi nous dire que ça l'a amélioré la dynamique familiale, parce qu'à partir du moment où ils ont été capables de demander de l'aide, toute la famille s'est mobilisée autour d'eux, puis en communiquant, ils ont appris à mieux communiquer. Ça les a forcés, à quelque part, à mieux communiquer leurs besoins, puis ça l'a comme amélioré la dynamique au grand complet de toute la famille. Fait qu'il y a des gens qui vont vraiment nous témoigner de bénéfices, puis d'avantages, puis de choses très, très positives à travers cette expérience-là. Absolument. J'ai aimé que vous aviez dit quand les gens ont réalisé qu'il était temps de demander l'aide. Je pense que c'est peut-être ça le plus difficile, c'est savoir quand sonner la cloche, là, quand vraiment un proche aidant peut reconnaître ces signes-là de il est temps. Malheureusement, c'est ça, on a un peu des angles morts par rapport à nous-mêmes, fait que des fois, on étire l'élastique beaucoup trop parce qu'il y a quelque part chez la plupart des êtres humains cette volonté, là, tu sais, comme d'être autonome, de se débrouiller seul, tu sais, je suis fort, je suis capable, je suis capable. Donc, malheureusement, on est tous pas mal très imbibés de cette culture-là de « je suis fort, je suis autonome, je suis capable ». Donc, on en prend beaucoup avant de réaliser que ça fonctionne plus. Puis malheureusement, c'est souvent des symptômes d'épuisement. C'est avoir la larme à l'œil sans arrêt, c'est être irritable, c'est avoir de faire de l'insomnie, c'est de commencer à avoir des symptômes physiques. Fait que c'est ces signaux-là qui vont comme sonner la cloche. Puis là, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, mais on s'est rendu loin dans nos ressources. On a épuisé un peu nos ressources personnelles. Donc, c'est pour ça que notre message à nous, c'est n'attendez pas, mais c'est surtout, c'est plus que n'attendez pas, c'est commencer à prendre l'habitude dès le début de solliciter des ressources externes, des ressources dans la famille, des ressources chez l'employeur. Il y a des gens qui attendent tellement longtemps avant de dire à leur employeur « Je suis proche aidante, je prends soin de mon conjoint qui a le cancer, puis je vais avoir besoin de prendre des moments, je vais avoir besoin de m'absenter, puis j'aimerais ça qu'il y ait des aménagements. » Juste de le nommer, ça permet de le normaliser. Puis là, tout d'un coup, il y a des collègues de travail qui peuvent dire « Hey, as-tu besoin d'un coup de main? Je peux-tu faire quelque chose? » Mais pas seulement ça, vous avez dit un quart des gens deviennent proches aidants dans leur vie ou connaissent un proche aidant. Fait que c'est sûr que vous avez des collègues C'est sûr que vous avez des collègues qui sont dans le même bateau. Fait que juste de pouvoir en parler à nos collègues, ça permet de ventiler. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de ventiler, puis on a besoin de dire « Je suis plus capable ». Est-ce que c'est un de vos conseils pour éviter de sombrer? Oui, absolument. On en a. C'est sûr que de se reconnaître, une des premières clés, c'est de réaliser, puis c'est à ça que sert, entre autres, le webinaire d'aujourd'hui, c'est d'être capable de dire « Ah, oui, je suis en train de jouer ce rôle-là. C'est un rôle supplémentaire qui s'ajoute à tous mes autres rôles. Puis si je fais pas attention à bien équilibrer, à bien doser mon énergie, je suis à risque de sombrer, de m'épuiser à travers ce rôle-là. » Donc, se reconnaître, c'est important. Demander de l'aide, du soutien,
à l'entourage, aux amis, aux organismes communautaires, à notre communauté, à notre village qui nous soutient, puis de l'accepter, d'être capable de l'accepter. C'est super important. Identifier dans votre réseau autour de vous le plus tôt possible les organismes qui peuvent vous soutenir, venir en aide. Puis il y a des organismes qu'on ne soupçonne pas. Tu sais, souvent, ce que moi j'observe, c'est que par exemple, si j'apprends que mon conjoint a le cancer, bien, il y a la Société canadienne du cancer, il y a Procure, Fait que je vais aller vers ça parce que ça me parle, parce que c'est ciblé sur la pathologie qui touche la personne que j'accompagne. Mais il y a comme tout un autre écosystème de services qui existent qui peuvent me venir en aide que je ne soupçonne pas. Les entreprises d'économie sociale pour l'aide à domicile, l'aide domestique à domicile, les regroupements de personnes proches aidantes. Il y a dans toutes les régions du Québec des regroupements de personnes proches aidantes qui se soutiennent, qui mettent en place des groupes de soutien, des cafés-rencontres, des conférences. Fait il y a toutes sortes d'autres porte ou aller cogner. Donc, c'est un peu de mettre en place ce réseau-là, ce filet de sécurité-là autour de nous. C'est sûr que ça nous force à découvrir nos limites, à les exprimer, puis à les faire respecter. Fait que c'est tout un exercice sur soi aussi qu'on fait à travers ça. Puis évidemment, toujours, moi, j'ai toujours essayé de trouver dans chaque journée, même si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un moment pour vous faire plaisir. Pour que, tu sais, parce que sinon, c'est trop lourd d'être toujours dans l'accompagnement à la maladie. Donc, il faut trouver des petites glimpses, des petites soupapes à tous les jours pour maintenir son équilibre. Disons que je fais partie du village. Je suis le 3/4 des gens qui n'est peut-être pas un proche aidant ou qui ne... Mais je connais quelqu'un. Non, fait que je deviens le quart si je connais quelqu'un, c'est ça? Oui. Fait que je suis dans le quart des gens, je connais quelqu'un qui est un proche aidant. Je peux poser la question, ça va? Elle peut me répondre oui. Mais est-ce qu'il y a des signes que je devrais vraiment m'assurer que je reconnais pour m'assurer que je peux lui donner le plus d'aide en tant que son village? Oui. Bien, c'est sûr que quand on est conscient qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui accompagne une personne qui est atteinte d'une pathologie XY, déjà en partant, on sait qu'elles vivent quelque chose d'exigeant. Donc, c'est sûr qu'on peut être à l'affût de certains signes. L'isolement, tantôt, je disais, les gens vont avoir tendance à s'isoler. C'est possible que vous l'invitiez à plusieurs reprises, puis elle décline les invitations. Alors que dans le passé, c'était quelqu'un qui aurait accepté volontiers les invitations. Donc, ça, c'est un signe. C'est un petit, tu sais, ça nous alerte. Un changement. Oui, un changement. Dans le fond, il peut y avoir aussi, souvent, tu sais, on discute au téléphone, on prend des nouvelles, comment ça va, comment ça se passe. La tendance naturelle pour la personne proche aidante, ça va dire « Ah, ben Jacques va mieux » ou « Les traitements se passent bien ». Elle va donner des nouvelles de la personne aidée, puis là, il faut creuser un peu plus. Okay. Et toi? Puis souvent, juste d'ouvrir cette porte-là, s'il y a de la détresse ou s'il y a de la difficulté, on va le capter. Il va y avoir comme un soupir. Okay. Il va y avoir une hésitation. Une voix chevrotante au bout du téléphone. On va sentir que, ouf, il y a quelque chose là, qui se passe, là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui lui demande comment elle ou comment lui se porte à ce moment-ci. Puis on va sentir une petite fragilité ou une petite vulnérabilité. Bien, il faut justement l'accueillir sans jugement. T'sais, être là, être présent, avoir une présence de qualité, une écoute de qualité. Puis ultimement, lui demander qu'est-ce que tu aurais besoin, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce que je peux... Pas être dans le « je te donne des conseils ». Ouais. Juste être « dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir ». J'assume que c'est la meilleure façon de l'aider parce que, comme vous disiez plus tôt, dès que la maladie s'installe, il y a plusieurs gens qui ont comme peur, puis qui s'éloignent un peu, puis qui se contentent de la réponse vite fait. Exactement. Ça va ou quelque chose comme ça. Donc, tout à fait. Donc, la meilleure façon serait de vraiment creuser un peu et s'assurer que... Oui. Des fois, il faut reposer la question une deuxième fois.
indirectement. T'es sûre que tu veux pas aller prendre un café? As-tu fait quelque chose aujourd'hui qui t'a procuré du plaisir? Ah, j'aime ça. J'aime ça. Des façons d'aller chercher. Ah, j'aime vraiment ça. Si on est la personne qui est aidée, Ouais. l'aider, on pourrait dire, comment peut-on soutenir notre proche aidant? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour s'assurer que notre proche aidant sombre pas? Effectivement. C'est une question beaucoup plus délicate de mon point de vue parce que la personne aidée traverse elle aussi une tourmente. Mm-hmm. Et elle aussi n'est pas nécessairement dans son état normal et comme traversée de plein d'émotions. Donc, c'est un peu plus délicat parce que on veut pas que ni l'un ni l'autre, dans le fond, c'est une dyade. Hein. Ça peut être un couple dans la vie, ça peut être un conjoint, une conjointe, ou des conjoints ou des conjointes ensemble, mais ça peut être une dyade, un parent, son enfant. Donc, dans le meilleur des mondes, les deux personnes sont capables de se soutenir à travers ça, puis d'être à l'écoute l'un et l'autre des besoins de l'un et l'autre. Mais ça, c'est un peu utopique, c'est un peu idéalisé, c'est une vision un peu idéalisée. Donc, c'est sûr que quand la communication est ouverte, et quand les deux personnes sont en mesure de se partager comment elles ressentent, ce qu'elles vivent à travers cette épreuve-là, c'est sûr que ça va être aidant pour les deux. Ça va être l'inverse de s'isoler, de vivre ça chacun pour soi de son côté. Puis ils vont pouvoir se soutenir, puis s'entraider, puis ça c'est le scénario idéal. Dans la vraie vie, il y a toutes sortes d'enjeux relationnels qui rentrent en ligne de compte et qui fait que ça peut être un peu difficile. C'est sûr que pour la personne aidée, si elle a déjà, en partant, si elle est capable de reconnaître que la personne proche aidante prend des tâches supplémentaires, puis qu'elle a aussi besoin d'être soutenue, puis qu'elle est capable de lui dire « j'ai besoin, si je veux que tu m'aides sur une longue période, faut que tu t'aides. Tu ne seras pas capable tout seul. » Déjà, ça fait toute la différence du monde. Ça fait toute la différence du monde, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la personne aidée soit en mesure d'avoir cette conscience-là dès le début. Ouais. Tu sais, elle aussi, elle doit traverser, quand je parlais du choc du diagnostic, quand je parlais de toutes les émotions qui sont reliées à ça, c'est des cheminements. Là. Il faut laisser, chaque personne a son rythme. Puis on s'entend que la communication n'est pas toujours facile. Exactement. Dans toute relation. Dans toute relation. Ouais. Et c'est pourtant une des clés. Ben oui, effectivement. C'est pourtant une des clés, absolument. À quel moment, vous disiez plutôt que vous avez souvent l'appel quand il est trop tard, mais à quel moment pensez-vous qu'on devrait aller chercher de l'aide et quel genre d'aide peut-on s'attendre à avoir? Vous avez déjà dit, il y a une panoplie, mais admettons, je viens de le découvrir, c'est à ce moment-là que je vous... Absolument, okay. Absolument. Dès l'annonce, nous, on intervient beaucoup sur la notion de précocité. Okay. Donc, dès l'annonce du diagnostic, nous, on a travaillé beaucoup avec les médecins pour que, quand un médecin annonce une mauvaise nouvelle, habituellement, il y a la personne qui est atteinte et il y a un proche aidant dans le bureau du médecin. Fait que nous, on travaille beaucoup avec le corps médical pour que ils aient le réflexe d'inviter, d'encourager. Et on a même un mécanisme de référencement pour que le professionnel de la santé réfère le proche aidant à Info Aidant. Okay. Pour que dès le plus tôt possible, en début de trajectoire, en début de parcours, le proche aidant est sensibilisé que, OK, ça risque d'être costaud, ça risque d'être exigeant, mais il y a des services qui existent. Puis même si je ne suis pas capable d'aller cogner à la porte maintenant parce que je ne ressens pas le besoin maintenant, au moins je sais déjà qu'il y a quelque chose qui existe. Parce que ça doit enlever un stress de savoir, comme vous disiez, l'exemple de quelqu'un qui prépare le repas ou quelqu'un qui vient faire le ménage ou juste savoir que ça existe. Tu n'en as peut-être pas besoin, tu n'en auras peut-être pas besoin pour 10 ans. Exact. Mais savoir que c'est là doit enlever un stress en tant que proche aidant. Tout à fait. Bien, ça
enlève une part d'inconnu Oui, dans l'équation, c'est ça. dans le paysage. Fait que c'est sûr que les types de services qui peuvent nous être offerts, auxquels qu'on peut solliciter très rapidement en début de trajectoire, bien, tout ce qui est information, connaître la maladie, assister à une conférence. Maintenant, en plus, il y a plein de choses en ligne. Donc des services d'information, c'est en général ce qui est le moins confrontant, plus facile. C'est comme, je veux aller me renseigner, je veux comprendre la maladie, je veux comprendre les symptômes, je veux comprendre les traitements, je veux comprendre ce qui se passe, puis ce qui nous attend là, dans les prochains mois. Donc ça, c'est pas très confrontant, c'est pas très menaçant, puis les gens sont assez ouverts à aller chercher ce type de service-là. Après, on rentre dans des choses qui peuvent être un petit peu plus exigeantes, de type formation. Il existe des formations pour accompagner les personnes proches aidantes. Il y a des formations il y a des formations beaucoup en lien avec les personnes aidantes de proches âgés qui ont la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a tous des éléments de communication, comment apprendre à communiquer avec une personne qui a des déficits cognitifs. Donc, il y a des choses, puis il y a des formations pour des parents qui accompagnent des enfants handicapés, parce qu'il y a des soins à donner, parce qu'il y a des gestes à poser techniques. Donc, il y a dans toutes sortes de domaines, par rapport à toutes sortes de pathologies, des formations sur la gestion du stress. Nous, on offre une formation sur la gestion du stress. Wow. Donc, c'est de donner des outils. Tantôt, vous me demandiez, il existe des outils. Oui. Bien sûr, il y a plein d'outils qui sont disponibles, qui sont gratuits. Plus qu'on soupçonne, Ah, absolument, tant qu'on n'est pas confronté à cette réalité-là. Il y a des services de soutien psychologique, psychosocial, des intervenants. Il y a du répit qui peut être offert. Le répit peut être à domicile, il peut être en centre de jour, il peut être dans des haltes répit. Il y a vraiment une panoplie de modalités qui existent dans les régions, dans les communautés. Question pour vous, parce que plutôt vous disiez qu'une des étapes les plus épeurantes peut-être, c'est d'en parler à son travail. Et vous disiez menaçant, blablabla. Moi, je me fais juste m'imaginer aller parler à mon boss pour lui dire que je prends un congé parental puis ça me stresse. Fait qu'imaginez dire exact. que je prends soin de quelqu'un puis je sais pas ce que ça va impliquer, puis c'est l'inconnu, puis ça se peut que je dois m'absenter. Est-ce qu'un proche aidant a des droits quand ça vient à ça? Est-ce qu'il y a je sais pas, une formation? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que On est tout début, je vous dirais, en termes de droits, on a fait des gains dans les dernières années au Québec. Je parle au Québec. Par exemple, la Commission sur les normes du travail, les normes et sécurité au travail, il y a maintenant 2 jours par année que l'employeur est obligé de nous accorder pour nos responsabilités de personnes proches aidantes, 2 congés payés, si ça fait plus que X mois qu'on travaille pour cet employeur-là, bien entendu. Donc, on est au balbutiement d'avoir des mesures et des politiques publiques qui reconnaissent des droits aux personnes proches aidantes. Mais au-delà de ce qui est offert par la loi, si on veut, il y a des employeurs qui ont déjà intégré dans leur convention collective, dans leur politique interne, de soutenir, d'être bienveillant pour les personnes proches aidantes. Donc, dépendamment dans quel milieu de travail on gravite, bien, l'ouverture peut être plus ou moins grande, mais c'est de plus en plus une problématique sociale qui est reconnue, on en parle plus, donc par la nature des choses, bien, les employeurs aussi, eux-mêmes vont être proches aidants. Effectivement. Donc, eux-mêmes le vivent dans leur famille, la conciliation famille-travail, ça inclut la proche aidance. Donc, nous, on voit des petites initiatives ici et là, grandes entreprises, moyennes entreprises, milieu institutionnel, où on commence à offrir des conférences. On offre des conférences sur l'heure du midi à nos employés sur qu'est-ce qui existe comme ressources pour les personnes proches aidantes, parce qu'on veut soutenir nos employés qui eux-mêmes vivent des situations de proche aidance. Parce que tant que vous n'arrivez pas à ce mur-là, vous ne savez pas que les ressources sont là. Fait, comme les ressources qu'il y a dans la société, la même chose avec notre employeur. Fait exactement. C'est extrêmement intéressant. Vous m'ouvrez les yeux ce soir. Là. J'espère qu'on ouvre les yeux de tous les gens qui nous écoutent en ce moment aussi. On a parlé de la communication, comment ce n'est pas donné à tous. Bien sûr, il y a des gros enjeux quand ça vient à
à pas réussir à bien communiquer quand on est un proche aidant, que ce soit envers l'aidé, que ce soit envers notre employeur, que ce soit envers notre entourage. notre village. Exact. C'est le plus gros enjeu, à votre avis? En fait, ce que nous, on détecte autour de la communication puis de ce qui vient comme nuire à la communication, c'est différents sentiments qui sont assez généralisés chez les personnes proches aidantes. Puis le premier que je nommerais, c'est la culpabilité. Mm-hmm. Quand je me sens coupable, c'est très difficile d'aborder le fait que j'aurais besoin de répit, que j'aurais besoin d'une pause. Parce que je me sens tellement coupable. je veux même pas que ça sorte de ma bouche, tellement que j'ai honte, je me sens pas bien. Donc, fait que déjà, ça nuit énormément. Le sentiment de culpabilité, c'est jamais bon de se sentir inutilement coupable, parce que ça aide pas personne de se sentir coupable. Non. Ça aide pas personne. Donc, ça nuit vraiment à la communication. Le sentiment de trahir notre engagement. Les proches aidants nous disent ça. J'ai l'impression de trahir mon engagement. J'ai promis, je me suis engagée, j'ai promis de prendre soin de cette personne-là dans la maladie et dans la santé. Et là, je suis très inconfortable avec le fait d'ouvrir cette discussion-là sur mes besoins parce que j'ai l'impression de trahir mon engagement affectif, mon engagement auprès de cette personne-là. La peur de faire de la peine, la peur de blesser. La personne est déjà en train de traverser une épreuve de par sa maladie, de par son vieillissement, de par ses pertes, de par ses... Bon. Puis là, on dit, mon Dieu, si j'en rajoute une couche, tu sais, fait que je veux pas blesser, je veux pas... Avoir la réalité. Oui, voilà. Donc, ça aussi, ça vient perturber, ça vient nuire à la communication. Ça peut aussi faire ressortir des enjeux au sein de la dynamique relationnelle qui n'ont pas été réglés dans le passé. Fait qu'on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Ouais. On a peur d'aller là parce qu'on se dit, oh, si on va là, il y a tellement d'autres choses qui vont sortir, puis ça sera pas joli. Donc, on a peur. On a peur de ce que ça peut faire ressortir. Fait que est-ce qu'il y a une façon d'exprimer ces besoins-là sans trop blesser l'aider? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des techniques toutes simples, mais qui sont simples à dire, mais sont pas toujours simples à appliquer. Dans la communication ouverte, de parler au « je » et d'être capable de ne pas être dans l'accusation, de ne pas être dans le reproche, de simplement être en train de parler de ce que moi je ressens, de ce que je vis à travers ça, c'est le début, c'est la base. De demander à l'autre si c'est un bon moment. Souvent, on ne prend pas cette précaution-là dans nos relations. C'est comme, là, moi, j'ai un trop-plein, j'ai besoin que ça sorte, puis tu es obligé de l'entendre. Mais non. Dans une bonne relation, de demander à l'autre, est-ce que j'aurais besoin d'exprimer certaines choses? Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Si la réponse est non, c'est pas catastrophique. C'est dis-moi quand. Ouais. Puis on prend un rendez-vous. Mais on reconnaît l'un et l'autre qu'il y a un besoin qui est exprimé, puis qu'on va s'en occuper, qu'on va l'adresser, mais pas là. Là, c'est pas un bon moment pour l'autre personne. Elle ne sera pas capable de recevoir de toute façon. Donc, ça ne sera pas aidant à la communication. Donc, c'est des petites choses. Puis, si ultimement, la communication est trop difficile, il y a trop d'enjeux, il y a trop de vulnérabilité, il y a trop d'émotions, puis on n'y arrive pas, bien, il y a des professionnels pour nous aider. Il y a des psychologues, il y a des sexologues, il y a des gens dont c'est le travail et qui font un travail exceptionnel pour nous aider à avoir cette communication-là. Si on regarde le revers de la médaille, parce que vous avez ouvert la porte un petit peu, est-ce que l'aider devrait s'exprimer aussi d'une certaine façon vers l'aidant pour faciliter? Ouais. Bien, tu sais, c'est la même chose. Ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés. C'est une relation. Donc, ce qui est bon pour toi est bon pour moi. Et oui, effectivement. Puis, pour la personne aidée, je pense que ce que j'ai envie d'avoir comme message, c'est de reconnaître que c'est une épreuve qu'on traverse à deux.
et même avec un village, parce que souvent, dans certains contextes, je pense, tu sais, que ce soit le cancer ou que ce soit la maladie d'Alzheimer, il y a souvent des enfants dans la dynamique familiale qui sont impactés aussi. C'est quelque chose qui touche tout le monde, là, qui percute l'entourage, les proches, les amis. Donc voilà, de reconnaître que les autres aussi vivent des impacts. Je ne suis pas seule à traverser cette maladie-là ou cette problématique-là. Puis la meilleure manière de m'aider et d'aider les autres autour de moi, bien, c'est d'ouvrir cette communication-là. C'est drôle parce qu'on dit souvent que le « je » est un mot très égoïste. Puis justement, on a peur d'être égoïste dans une circonstance comme celle-ci, mais il faut prendre le temps d'exprimer le « je » des deux côtés, là, absolument, aidant et aidé. Est-ce que c'est ça qui est la meilleure façon de protéger la relation aidant-aidé? Oui, communication ouverte, bienveillante, bien entendu, compassion. Compassion pour soi, compassion pour l'autre. Quand je donnais l'exemple de demander est-ce que c'est un bon moment, bien, ça, c'est avoir de la compassion, puis de reconnaître que c'est peut-être pas un bon moment, puis que même si moi, là, en ce moment, j'en aurais vraiment besoin, bien, je vais aller ventiler avec une amie ou je vais aller ventiler avec un psychologue ou je vais aller ventiler. Le groupe Facebook que l'appui m'a dit. Le groupe de soutien, je vais aller ventiler ailleurs. Puis je vais sortir, je vais évacuer ce que j'ai à évacuer, mais j'ai de la compassion pour toi parce qu'en ce moment, ce que tu me dis, c'est que tu n'es pas capable de le recevoir, mais tu n'es pas en train de me dire que tu ne seras jamais capable de le recevoir. Tu me dis juste qu'en ce moment, tu n'es pas capable de le recevoir, puis c'est légitime, puis je dois le respecter. De la compassion pour soi, de la compassion pour l'autre, accepter l'aide de notre village. Ça, c'est super important. Aller chercher de l'aide extérieure aux besoins, ça va protéger la relation. Parce que ce qui est un tueur de relation, c'est de s'isoler, de penser qu'on va être capable de traverser ça seul. C'est ça qui va tuer la relation. J'aimerais aborder le cancer de la prostate. Tout à fait. On est à Procure en parle en ce moment parce que vous avez utilisé le mot « isolé ». Et malheureusement, pour les hommes atteints du cancer de la prostate, on sait que c'est encore une maladie qui a beaucoup de tabous et qu'une des façons que les hommes se protègent un peu des effets secondaires comme l'incontinence ou la dysfonction érectile, c'est de s'isoler. Donc, être distant de leur partenaire, peut-être pas avouer ce qui arrive avec leur corps physiquement, peut-être pas reconnaître qu'ils ne sont pas comme qu'ils étaient avant. C'est encore une fois, j'assume la communication qui va résoudre ce problème-là dans le couple, parce que c'est un couple en plus d'être une dyade. Oui, absolument. Puis, ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est qu'on a une tendance naturelle, bien, la grande majorité d'entre nous, à éviter les conversations difficiles, les conversations inconfortables. Mais le fait d'éviter, ça met de côté l'inconfort pendant un certain temps, mais ça nous draine émotionnellement. Parce qu'il y a un ressenti qui perdure. L'homme qui ne parle pas, c'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il ne ressent pas beaucoup de choses. Et la même chose, le ou la conjointe qui évite le sujet, ben elle rumine, elle ou lui, on rumine. On garde ça à l'intérieur de soi, c'est dans notre tête, on rumine. Donc, ça nous draine émotionnellement. Le moment où on ouvre la conversation, on est beaucoup plus dans... On se ressource, on se revitalise parce qu'on échange, parce qu'on essaie de trouver des solutions, parce qu'on est dans notre vulnérabilité, parce qu'on est dans notre solidarité. Ce qu'on envoie comme message à l'autre, c'est je veux qu'on partage ça ensemble, je veux qu'on traverse ça ensemble, je veux être un soutien pour toi comme tu es un soutien pour moi. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on s'appuie. Effectivement. Fait que c'est beaucoup plus difficile de vivre toutes ces émotions-là de manière isolée que de les vivre ensemble. Tout à l'heure, vous aviez dit une bonne façon d'aborder le « je », c'est est-ce que c'est un bon moment? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent aider à ouvrir une discussion?
Bien, là-dessus, il n'y a pas de recette Non. miracle. Il n'y a pas de questions Magique. Chaque couple est différent, chaque dynamique est différente. Pour certains couples, il va y avoir des questions ou des contextes qui vont être plus propices à échanger. Mais dans le fond, de parler au jeu, de parler de qu'est-ce que ça nous fait vivre, c'est un peu ça la clé là, d'ouvrir des conversations un petit peu plus difficiles. Et j'assume que discuter le manque d'intimité ou le manque de rapprochement en est un. Parce Oui. qu'il ne faut pas l'éviter. Il ne faut pas l'éviter. C'est au cœur de notre relation. Puis c'est à travers l'intimité, le rapprochement, qu'on retrouve de l'énergie, qu'on se régénère, que c'est une force vitale, le désir, la séduction au cœur d'un couple, d'une relation d'intimité. Il y a ça, puis c'est là qu'on va chercher de l'énergie, c'est là qu'on va chercher du réconfort, c'est là qu'on va chercher qu'on répond à toutes sortes de besoins. Alors, si on s'éloigne, puis que ça devient un sujet qu'on n'est pas capable d'aborder, Ça rumine. Oui, ça rumine et ça nous éloigne et ça nous draine émotionnellement. Oui. Vraiment, ce qu'on apprend ce soir, c'est que, la communication est hyper importante, mais que 2, il y a des ressources comme vous, l'appui. Fait que j'aimerais prendre quelques instants pour parler de vous. Ça fait combien d'années vous existez? Quels sont les services que vous offrez? Peut-être un petit peu plus spécifiquement. Je sais que depuis tantôt, on en touche un peu. Puis, est-ce que les services sont gratuits? Oui. Donc, l'Appui pour les proches aidants est une organisation sans but lucratif qui existe depuis maintenant 12 ans. On est une organisation qui, maintenant, depuis 2 ans, est ouverte à toutes les personnes proches aidantes. Pendant notre premier 10 ans, on était plus centré sur les proches aidants d'aînés, mais depuis 2 ans, notre mandat s'est élargi. On est une organisation qui est soutenue par le gouvernement du Québec et par certains autres partenaires. Et puis, on a différents mandats. On a le mandat de développer des services dans les communautés. Donc, on finance des organismes communautaires qui offrent de l'information, de la formation, du soutien psychologique et du répit. Donc vous êtes les mieux pour savoir qu'est-ce on est les mieux placés pour savoir ce qui est offert, effectivement. Et en parallèle à ça, on a développé notre service Info Aidant. Donc, depuis 10 ans, le service Info Aidant accueille, écoute, informe, réfère des personnes proches aidantes. Maintenant, on est en opération 7 jours sur 7, de 8h à 20h, donc tous les jours de la semaine. Et pour tous les proches aidants du Québec, on peut les orienter vers les ressources. On peut juste aussi écouter le trop-plein. Parfois, c'est ça qui est le principal besoin qui est exprimé dans le cadre d'un appel. Puis, on est disponible pour accueillir la personne proche aidante à tout moment dans sa trajectoire. Elle peut être au tout début, elle peut nous rappeler 2-3 ans plus tard parce que elle cherche une information sur le crédit d'impôt pour proches aidants. Ou des fois, c'est des questions très techniques sur qu'est-ce qui existe comme ressources. Des fois, c'est vraiment plus pour... émotionnel, tout à fait. Donc, ça, on a aussi on offre des formations. Pour l'instant, nos formations, comme je parlais, gestion du stress, proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Fait que nos formations en ligne, depuis la pandémie, on a développé un volet de formation en ligne. On a toute une panoplie aussi de ressources sur notre site web. Donc, le répertoire des ressources, quand on oriente les gens vers des ressources, il est en ligne. Donc, si je veux faire ma recherche moi-même, si je n'ai pas envie d'appeler une ligne téléphonique, je mets mon code postal, je dis que je clique répit et je vais voir les organisations puis les ressources qui offrent du répit dans ma communauté, dans ma région. Mais donc, tout ça est en ligne. J'assume qu'il faut que tu saches répit, tandis que si j'appelle, tu peux me dire quelque chose que j'aurais peut-être pas su. Absolument, absolument. Cette question-là, je suis curieuse de savoir parce qu'on sait que Procure a aussi une ligne 7 jours sur 7 où est-ce que les gens peuvent appeler, parler à un professionnel de la santé. Je suis curieuse de savoir la question que vous entendez la plus souvent. Est-ce qu'il existe de l'aide financière pour soutenir les personnes proches aidantes? Parce que
On l'a passé un peu sous silence ce soir parce on voulait aborder d'autres enjeux, mais c'est sûr que l'appauvrissement des personnes proches aidantes, c'est une réalité. À partir du moment où on devient proche aidant, il y a des impacts financiers. Si on doit s'absenter du travail, si on doit faire des aménagements dans la maison, si on doit rénover parce que là, il y a un fauteuil roulant qui doit rentrer dans la maison, il y a des impacts financiers. C'est quelque chose que nous, on entend beaucoup. Les gens nous appellent beaucoup pour savoir qu'est-ce qui existe comme ressources, comme aide financière pour les personnes proches aidantes. On arrive à la fin de notre webinaire, mais j'aimerais savoir si vous aviez une message clé à donner à un proche aidant, à donner à un aidé et à donner à quelqu'un qui connaît un proche aidant. Donc, 3 petits messages. Donc, à la personne proche aidante, ne pas rester seule. À la personne aidée, accepter que la personne proche aidante a besoin de soutien pour pouvoir continuer à offrir son aide. Et à la personne qui connaît un proche aidant, demandez-lui comment elle se porte. Et merci beaucoup, Madame Julie Bickerstaff. C'était extrêmement intéressant ce soir. Savez qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard d'appeler l'appui. Même chose ici, si vous avez d'autres questions, peut-être plus en lien avec le cancer de la prostate, n'oubliez pas que nous avons aussi notre ligne de soutien ouverte 7 jours sur 7, l'appui. Même chose pour vous. Merci énormément d'avoir passé ce temps avec nous ce soir. Et, ça m'a fait bien plaisir. Que vous allez bien. Absolument. Et j'espère que vous aussi. Merci. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.